Il y a Vincent Herouet qui est resté avec nous et qui nous confiait durant notre pause que son sport préféré jeune, c'était le tir à la cible. Et je lui disais qu'il en avait fait un métier, puisque parmi les cibles que vous avez, Emmanuel Macron, notamment, est une cible que vous n'épargnez pas. Cible mobile, moi c'est des cibles fixes. L'arbalète. Non, mais c'est bien, l'arbalète, c'est assez chic, là aussi. Bon, on redevient sérieux, parce que je disais que je ne comprenais pas la gauche, je ne comprenais pas le PS, je ne comprenais pas François Hollande, et je pense que beaucoup de gens doivent être comme nous d'ailleurs. Il y a une possibilité, il y a un courant qui existe en France, c'est la social-démocratie. C'est la gauche républicaine, c'est la gauche danoise. Bon, c'est-à-dire, évidemment... En France, il n'a jamais existé, ce courant. Vous trouvez qu'elle n'a jamais existé en France ? La France se distingue par une gauche qui n'a jamais fait d'aggiornamento idéologique. Vous avez même Raphaël Glucksmann, qui est quand même censé être la gauche libérale, voire la gauche de droite pour certains, qui, lors du meeting dimanche dernier, disait que Elon Musk et Sam Altman étaient les ennemis du genre humain et que le combat contre l'intelligence artificielle et contre les géants du numérique était le combat anticapitaliste qu'il fallait mener aujourd'hui. Donc même Raphaël Glucksmann est anticapitaliste. Donc, vous n'avez pas en France de courant de social-démocratie, il n'a jamais existé, même s'ils l'ont fait, DSK, voilà. La contrainte des événements, mais ils n'ont jamais théorisé Alors évidemment, à chaque fois qu'ils sont au pouvoir, il y a eu le tournant de la rigueur en 83 avec Mitterrand, qui a été obligé de mener une politique plus libérale qu'il ne l'avait promis, mais à chaque fois dans la promesse électorale, quand vous voyez François Hollande en 2012, mon ennemi c'est la finance, aucun parti socialiste européen ne parle comme ça. Je suis d'accord, mais c'était une phrase. C'est une phrase qui n'a pas été tout à fait... Oui, vous avez raison. Évidemment, alors ils sont obligés sur la contrainte des circonstances de faire il a quand même augmenté les impôts de façon avec Jean-Marc Ayrault la première année de l'offre. Mais à chaque fois, ils font le contraire de ce qu'ils disent. Il a aussi nommé Manuel Valls à l'intérieur, qui a incarné un peu cette gauche-là. Mais quand je dis, on va parler de la loi Philippine, c'est incompréhensible. Que François Hollande vote avec Antoine Léaumont, je trouve ça incompréhensible. Moi, je trouve que c'est logique parce que c'est une gauche qui n'a jamais fait son... Elle n'a jamais glissé dans les 10-20 dernières années. Joachim Le Floch, il y a quand même une gauche républicaine dans l'histoire de France, de Jaurès à Chevènement, en passant même par Mitterrand. Il a jamais... Voir Jean-Luc Mélenchon en 2017. Il faudrait reprendre les discours de Jean-Luc Mélenchon sur la question migratoire en 2017. Il est extrêmement éloigné de Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui. Il a dû deux phrases, mais il n'a jamais eu dans son programme, de ce discours beaucoup plus restrictif que la gauche a perdu. Je vous propose de voir le sujet sur cette loi dite Philippine. Sarah Fenzari va dire comment ça s'est passé hier, et puis on va s'interroger, parce que tactiquement, je trouve même qu'ils ont tort. Il y a un chemin pour cette gauche, il y a un chemin pour être anti-Mélenchon, et ils ne le prennent pas, ce chemin. Et je pensais que François Hollande, souvent on a parlé de François Hollande ici, on a dit que c'était celui qu'on trouvait le meilleur. Quand je dis on, c'était moi. Mais bon. C'est souvent le cas. On est comptable de vos propos. Non, mais c'est vrai. Il a certaines qualités incontestables. Mais pourquoi vote-t-il avec Jean-Luc Mélenchon ? Même Raphaël Glucksmann, parce que dans ceux qui ont voté contre, il y a Aurélien Rousseau, qui est membre du parti Place Publique de Raphaël Glucksmann. Lui aussi a voté contre. Donc, d'une certaine manière, le parti de Raphaël Glucksmann on va est engagé. l'inviter, François Hollande. Et avec André Valigny, il nous répondra peut-être. Je ne sais pas s'il viendra, mais bon. En tout cas, voyons le sujet de Sarah Fenzari. Le nom de Philippines est devenu celui d'une faille. Une faille dans le système d'éloignement des étrangers en situation irrégulière jugés dangereux. Près de 2 ans après le meurtre de l'étudiante, l'Assemblée nationale a adopté définitivement la loi qui porte son nom. Résultat du scrutin, votant 533, exprimé 522, majorité 262 pour 345, contre 177, l'Assemblée nationale a adopté. L'objectif de ce texte est simple, éviter qu'un étranger sous obligation de quitter le territoire, considéré comme dangereux, ne soit remis en liberté, faute de pouvoir être expulsé à temps. La mesure phare allonge la durée maximale de rétention administrative. Elle pourra désormais atteindre jusqu'à 210 jours, soit 7 mois, contre 90 jours auparavant. Seront concernés les étrangers définitivement condamnés pour certains crimes et délits, punis d'au moins 5 ans de prison. Soutenue par le gouvernement, la droite et le Rassemblement national, la loi est présentée comme une mesure de protection et de prévention contre les risques d'attentats et d'agressions. Une chose est sûre, du drame à la loi, le nom de Philippines restera désormais inscrit dans le code pénal. Thomas Bonnet, je vous assure, j'adorerais avoir François Hollande sur ce plateau. Je lui dirais, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête
pour refuser cette disposition qui concerne des condamnés à 5 ans de prison, qui ont déjà été condamnés, bien sûr, quand peine a été exécutée, et qui sont en EQTF, qui sont évidemment potentiellement dangereux. Je vous assure, je trouve ça incompréhensible. Quels sont les arguments qui ont été donnés par le PS? France Insoumise, je comprends. Oui. Ils sont dans leur rôle. Ils rêvent de la révolution. On va écouter Antoine Léaumont. Je disais, il se rêve Robespierre. Il terminera, c'est le général Alcazar dans Tintin. Il y a 2 niveaux d'arguments. D'abord, il y a l'argument moral. Vous touchez à l'immigration et donc, si vous agissez sur l'immigration, vous êtes immédiatement taxé de tous les maux. À gauche, c'est encore aujourd'hui l'idéologie dominante. Donc ça, c'est pour l'esprit général qui anime le PS notamment. Puis après, il y a un argument qui peut un peu plus s'entendre, mais qui pour moi reste quand même inefficace, c'est de dire que les OQTF qu'on veut éloigner du territoire, généralement on obtient le laissez-passer au cours des premières semaines, sinon on ne l'obtient jamais. Et donc, ils estiment qu'allonger la durée de rétention ne règle pas ce problème-là, puisque par définition, si on n'a pas le laissez-passer dans les 10 premiers jours, on ne l'aura pas davantage au cours des 6 mois suivants. Ça, c'est un argument plus technique qu'ils ont utilisé aussi pour contester cette loi, mais qui, à mon avis, reste surtout marqué du sceau de l'idéologie qui est le tabou autour de l'immigration. Eugénie Bastier. Mais il faudra qu'ils se regardent dans la glace s'il y a un prochain cas Philippines. Voilà, il faudra qu'ils assument les conséquences de leurs actes. Moi, on peut pas. Déjà, la loi immigration avait été rejetée, qui prévoyait, je crois, ce genre de mesures. Maintenant, il faut agir. Encore une fois, je pense que la gauche française est la plus irresponsable sur ce sujet. Après, peut-être la gauche espagnole. Mais il y a vraiment une spécificité Alors, on dit que François Hollande va peut-être prendre des positions sur l'immigration, justement, qui va en parler à l'automne. J'attends de voir s'il est capable d'avoir un discours sur ce sujet. Mais en 2012, ce n'était absolument pas le cas. Il avait un discours sans frontiériste, régularisation, etc. Et il n'y a pas de discours de responsabilité. Non, mais d'abord, il a fallu une débauche d'efforts insensés pour obtenir une petite loi. Parce que vraiment, c'est à la marge. Et moi, excusez-moi, mais moi, je m'en fiche de 90 ou 210 jours. Quelqu'un qui a été condamné pour des faits gravissimes et qui est sous OQTF ne doit jamais plus revoir le soleil sous le ciel de France. C'est-à-dire, il reste en rétention jusqu'à ce qu'on l'expulse. Pas 210 jours, pas 500, pas 1000, jusqu'à ce qu'on l'expulse. Il n'a pas à sortir. Et s'il reste et que personne ne le réclame, c'est son problème et celui de son pays d'origine. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Bon, et ensuite... non, mais il a raison. Ah oui, même les tenants de la loi disent que ça correspond à 10 ou 15... Je suis d'accord avec vous, tu protèges les Français. C'est même pas 210 jours, c'est ad vitam aeternam. Jusqu'à ce que son pays... C'est ça le changement de logiciel. Sur la loi en tant que telle, il faut évidemment saluer le courage de tous ceux qui l'ont voté et de celui qui a porté le combat à Charles Rodwell. On va l'écouter. Vous l'avez dit, Eric, la loi est très loin de régler le problème. Le problème, c'est pas la durée de rétention en CRA, c'est l'explosion quantitative de l'immigration. C'est le fait qu'on a une population immigrée en France aujourd'hui qui progresse à un rythme 25 fois plus rapide que dans les années 90. C'est toujours plus simple en réalité de stopper le robinet que de vider la cuvette. C'est à la racine du mal qu'il faut agir et ça on ne le fait pas. On va écouter donc Charles Rodwell, comme vous le dites, c'est lui qui a porté cette loi. Il était avec la maire de Philippines hier. Je viens de quitter la maman de Philippines qui était, comme vous imaginez, très émue, comme beaucoup de gens présents. C'est, je crois, une vraie victoire pour à la fois la protection de nos libertés publiques et la protection de nos familles et de nos enfants. Je crois que ce texte illustre à quel point on peut tout à fait respecter l'état de droit et en même temps prendre des mesures pour répondre massivement aux besoins de sécurité des Français. Et je suis très heureux, malgré les propos absolument ignobles et inacceptables de la gauche, que ce texte ait été adopté à une large majorité. Et je remercie tous les collègues qui ont voté pour. Et il a dit un mot précisément, Charles Rodwell, pour la gauche, sur la gauche. Et à la suite de la mort de Philippines, on attendait aussi que ce texte soit voté de manière transpartisane, mais la gauche, notamment la France Insoumise, a préféré parler de textes de déportation, je les cite, textes liés à des camps de concentration, je les cite de nouveau, textes qui n'honorent pas la République parce que selon eux, l'honneur de la République aurait été, je les cite, de régulariser des terroristes sous OQTF plutôt que de les enfermer. Et ce n'est évidemment pas la conception que je me fais de la République. Et je voudrais notamment dénoncer l'hypocrisie et le caractère confondant de l'attitude des socialistes qui, plutôt que de choisir la République aujourd'hui, ont choisi la soumission à Mélenchon. Et je crois que l'histoire les jugera et les électeurs, eux, les ont déjà jugés puisqu'ils les ont déjà désertés. Je crois que c'est l'une des grandes leçons politiques aussi d'aujourd'hui. Eugénie Bastier. Oui, c'est intéressant ce vocabulaire déportation, camp de concentration, parce qu'effectivement, on voit bien qu'à gauche, à l'extrême gauche,
c'est la réduction ad iterum qui stérilise tout combat, toute lutte contre l'immigration à chaque fois est ramenée effectivement aux années noires, aux heures sombres de notre histoire. Et c'est vraiment le verrou idéologique qu'ils ont trouvé, parce qu'ils n'ont plus d'arguments, c'est de à chaque fois ramener comme ça à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que ça ne va faire que s'accélérer, parce que c'est leur seule argumentation, c'est de réduire par un espèce d'antifascisme pavlovien toute loi sécuritaire à une dérive fasciste qui mènerait fatalement vers les camps de c'est quand même une insulte aux morts qui est... Et c'est une insulte totalement aux morts. C'est effrayant. Comparer 6 millions de morts... Il faut arrêter de se laisser intimider on va écouter l'expulsion de gens qui ont commis des choses abominables. Bien sûr. C'est incroyable. Je cite souvent Nathalie Cricorian-Duroncet qui nous livre parfois quelques bonnes analyses sur notre émission et sur les sujets que nous traitons. Elle dit: la particularité de la gauche française est de n'avoir jamais rompu avec la notion de révolution. Oui. Leur républicanisme est même fondé sur l'idée du danger anti-républicain. C'est pourquoi, en effet, ils n'ont jamais fait leur aggiornamento, mais surtout, la figure de l'immigré incarne l'idéal socialiste français d'une internationale socialiste fondée sur l'idée de révolution. Tout ça est très juste, hein, vraiment. Tout ça est très juste, c'est pour ça que je la cite régulièrement. Alors, Antoine Léaumont, c'est formidable d'ailleurs. Il dit pas on va gagner dans les urnes, il dit on prendra le pouvoir. Je t'assure, c'est une sorte de révolutionnaire comme ça, qui est ivre de lui-même, qui prend ses désirs pour des réalités. C'est assez grotesque, ce que vous allez entendre là. Et ce sont des personnages qu'on peut trouver effectivement ridicules ou caricaturaux, comme je disais, le général Alcazar. La sémantique est importante. Prendre le pouvoir, vous avez raison, bien sûr. Très significatif. Bali Bagayoko, vous avez cité un extrait de son interview, il dit aussi il y aura une insurrection populaire si jamais le RN arrive au pouvoir. Tout ça est mis petit à petit dans l'espace public, dans le débat. Et bien sûr, c'est pour faire peur aux gens. Mais n'ayez pas peur, comme disait Jean-Paul II. Il ne faut surtout pas avoir peur de ces gens-là. D'abord, ils ne font pas peur. Franchement, monsieur Léaumont, il ne me fait pas peur. Écoutons-le. La France n'est pas condamnée à subir des politiques de sécurité racistes, stupides et inefficaces empruntées à l'extrême droite comme celle que vous nous proposez aujourd'hui. L'année prochaine, nous prendrons le pouvoir avec Jean-Luc Mélenchon, avec un objectif simple, faire mieux. Les opposants politiques. Que dites-vous ? Non, mais c'est des personnages subalternes de la vie politique, mais bon, ils se pensent, ils ont leur temps, ils ont leur séquence. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça a des effets. C'est en train d'infuser légèrement. Oui. En disant, écoutez, franchement, il y a 10 ans, quelqu'un qui aurait dit, moi, je ne reconnaîtrais pas le verdict des urnes de la prochaine présidentielle. Oui, ça nous paraissait impensable. Là, maintenant, c'est un parti qui est, légitimement, considéré comme l'un de ceux qui peut se qualifier au second tour, où ce discours se répand. Moi, je trouve ça très inquiétant d'un point de vue républicain. Marcel Léaumont est un peu... C'est ce qu'a dit Eugénie parfaitement, c'est au nom de l'antifascisme. Tout est possible puisque tu... Exactement. Mais il y a un retour de la violence en politique qui est le fait aujourd'hui essentiellement de l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche perd du terrain idéologique, sait qu'elle ne gagnera pas par les urnes, parce qu'elle n'aura pas la majorité, sauf accident, et se réfugie, comme elle ne supporte pas l'idée de perdre le pouvoir. Elle n'a pas gagné, elle l'a jamais eu, l'extrême gauche. Elle a le pouvoir intellectuel quand même, la gauche en tout cas, le pouvoir intellectuel et médiatique, et une bonne partie politique. Et cette idée que plus elle s'éloigne du pouvoir, de la perspective de gagner le pouvoir, plus elle se radicalise dans un discours violent. On l'a vu aux États-Unis avec la mort de Charlie Kirk par un antifa. Ça peut aller jusqu'à tuer ses opposants. Et moi, je suis très inquiet de ce discours, de la montée de ce discours dans l'espace public. Et ça ne va faire que s'accentuer. L'année 2027 va être très violente. 9h45, je l'ai dit tout à l'heure, on sera avec le temps d'une décision. Donc ce sera peut-être une émission un peu plus particulière parce qu'on consacrera beaucoup de temps à Bruno Le Maire. Et c'est vrai que son livre est formidable. Et puis on pourra aussi l'interroger sur son bilan, s'il le permet. Mais Vincent Hervé, je crois, doit nous quitter à 10h. Donc un mot sur la photo de famille du G7, un mot sur Emmanuel Macron qui a accueilli Zelensky, un mot sur les conclusions de ce G7. Est-ce que c'est mieux qu'avant ? Est-ce que c'est mieux qu'avant ? Est-ce que c'est mieux que lundi ? Dans les yeux de Donald Trump, c'est beaucoup mieux. L'année dernière, il considérait que c'était tous des losers, ceux qui l'accompagnaient. Et cette année, c'est plutôt tous des winners. Il était content d'être là, il reste jusqu'au bout, grâce à ce dîner. Comme on sent la porcelaine et l'argenterie ce soir à Versailles. Vous y serez ? Et qu'il sera... Vous êtes invité ? Mais pas du tout, je n'ai pas été convié. Il sera le roi de la fête. Qui est invité ce soir ? Qui est invité à ce grand dîner d'apparat ? J'ai pas regardé la liste...
ni de l'équipe de France, ni des amis Non, du mais c'est président. important, Thomas. Mais il y aura... Parfois, il y a des Oui, personnalités, il y a des demandé ça, artistes. Thomas. On n'a pas, je n'ai pas la liste des invités à ce jour. Michel Onfray, Philippe de Villiers. Oui, bien sûr, tous vos amis y Non, seront. des chefs d'entreprise. Et Le monde de la tech. Oui. non, mais en tout cas, au G7, l'invité d'honneur, c'était Zelensky, et le président était allé l'accueillir comme un ami à la grille du château. Il est resté un peu plus longtemps, on m'a dit. Oui, il est resté toute la journée. Il a assisté vraiment à tout le G7. Hein. Il n'était pas un passager clandestin, il était l'invité de première classe Et c'est bien, du ça. président qu'il a célébré. Et il a obtenu même un engagement. Ils ont obtenu, tous en s'y mettant, ils ont promis de continuer la politique qu'ils mènent pour endiguer la Russie, pour armer l'Ukraine. Et surtout, ils ont arraché à Donald Trump un mot qui a dit qu'il allait s'en mêler parce qu'il ne supportait pas que 25 000 jeunes gens Là-dessus, il a meurent raison. chaque mois. Moi, je trouve que, vous voyez, Et qu'il ne fallait Trump, pas rester indifférent. j'ai trouvé que, et c'est là que lui, il fait de la politique, pour le coup, il sait parler aux gens. Parce qu'une fois qu'on a tout dit sur la guerre, de dire c'est 25 000 par jour Par Non, mois. par mois, oui. Déjà 25 pas 000 par mal, mois. hein. 5 000 par jour, pratiquement. C'est parfaitement scandaleux. Mm. Bien sûr que 25 000, c'est quoi? C'est d'ailleurs une horreur. C'est plus que le mot est plus juste. Lui, il dit ridicule. Non, mais C'est ridicule. Non, mais prendre conscience qu'il y a 25 000 jeunes qui meurent chaque mois dans cette guerre, c'est une image forte. Et Trump sait parler justement Alors là, aux uns et aux autres, parce que c'est une image qu'on comprend mais immédiatement. là, vous levez un lièvre. Parce que la guerre, c'est pas simplement l'occasion d'avoir des propos d'estrade, de se hisser comme ça à la hauteur de l'histoire en gesticulant, en plastronnant. Hein, c'est pas simplement un bon levier pour mobiliser aussi les émotions populaires. La guerre, c'est la mort, c'est la ruine, c'est l'angoisse collective, c'est quelque chose, c'est une épouvante. Et on a l'impression que tous ces gens qui en parlent depuis 4 ans, en s'exaltant mais même au G7, quand ils expliquent qu'ils se battent pour la souveraineté de l'Ukraine et son intégrité, l'intégrité de l'Ukraine, donc avec la Crimée, non seulement le Donbass, mais on se bat, l'Europe va se battre pour l'intégrité de l'Ukraine. Je veux dire, il y a dans la montée aux extrêmes et dans le discours guerrier quelque chose qui est très choquant quand on sait ce qu'est le prix à payer. Oui, mais attendez, mais l'indifférence au sort l'indifférence au sort des soldats, c'est quand même le premier fait aussi de Vladimir Poutine qui envoie au casse-pipe sa jeunesse, qui se fiche du nombre de morts. Donc ce discours, il ne s'adresse pas qu'à l'Occident, il s'adresse aussi à la Russie et à Vladimir Poutine qui, excusez-moi, ne veut pas non plus arrêter cette guerre. Non, mais la façon... Non, mais bien sûr, c'est même la Russie qui a engagé... C'est la Russie qui a engagé la guerre. Ça, personne n'ignore que ce sont les Russes qui se sont lancés à l'assaut de l'Ukraine et qui, depuis 4 ans, essaient d'en sortir d'ailleurs, hein, sans obtenir le résultat qu'ils voulaient sur le terrain. Et c'est une guerre parce qu'on voit tout le temps les drones, on voit les machines magnifiques, mais c'est pas ça. La guerre, c'est une guerre de tranchées. C'est une guerre abominablement meurtrière, sanglante, etc. Il faut prendre le tragique de cette histoire au sérieux. Non, mais le discours, il s'adresse aussi à la Russie. Eugénie, il y a aussi, faut bien comprendre et ne pas être dupe sur l'instrumentalisation, même si le mot n'est pas assez précis, de ce conflit par l'Europe, et c'est la position de l'instrumentalisation par Poutine aussi de ce conflit pour rester au pouvoir, parce qu'il en a besoin aussi, lui. Est-ce que je peux terminer? Oui. Parce que vous avez c'est l'inverse, pardon. Non, mais vous l'avez exprimé, Poutine, on a bien compris. Mais moi, j'ai entendu Philippe de Villiers proposer une analyse qui n'est pas sotte, de dire que les Européens veulent la guerre, je le dis entre guillemets, pour trouver, à travers ce conflit, la dernière étape à faire une Europe fédérale, et qu'il y a parfois une instrumentalisation politique. Comment? Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, et que vous ne soyez pas d'accord, ce n'est pas le sujet. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre d'autres voix. Ça, je suis d'accord. C'est ça qui m'intéresse. Et sur ce sujet, on n'entend aucune voix. Il cite un politologue très célèbre d'ailleurs, qui s'appelle Kennan, je crois,
qui avait expliqué en 98, au moment où l'OTAN imaginait la Hongrie, la Pologne, et il dit que ça peut déstabiliser complètement la Russie, que la Russie ne sera pas inerte. Il le dit, Bruno Le Maire, dans son sujet, dans son livre. Le débat sur l'Ukraine, c'est une chose, mais il y a quand même un décalage incroyable entre ces dirigeants qui n'ont jamais connu le baroud, les dirigeants jusqu'à présent. En Europe, il y avait des gens qui avaient l'expérience, au moins indirecte, de ce qu'avait été la réalité de la guerre, qui avaient vécu éventuellement, qui avaient grandi au milieu des ruines de quartiers entiers ou de villes entières, qui avaient su ce qu'était, qui avaient touché du doigt ce qu'est la réalité de la guerre. Et là, vous avez des gens qui font des constructions intellectuelles et éventuellement des raisonnements stratégiques autour de la guerre, par exemple, que ça pourrait être un levier pour accélérer l'intégration de l'Europe au niveau de la défense, ce qui est d'ailleurs, à mon avis, une aberration, mais ça, c'est un autre sujet. Et qui font ces déclarations. Donc, c'est très cocardier, c'est très emphatique, c'est très... On peut discuter des agendas cachés. C'est dingue. On peut discuter des agendas cachés. La réalité, c'est quand même que M. Poutine a voulu la guerre et qu'il ne veut pas la paix. Mais sur les 25 000 morts, il y a davantage de Russes que d'Ukrainiens, d'ailleurs. Mais les conditions dans lesquelles ils vont à l'abattoir, cette chair à canon qui est sacrifiée quotidiennement depuis 4 ans, c'est normal que ça provoque... une espèce de sursaut, même chez Donald Trump, qui manque pourtant terriblement d'empathie. Je rappelle juste que c'est normal et c'est bien. Ça fait deux fois que le comment dire que le voilà. Sonne le glas. Donc je cherchais le nom de ce comment dire de celui qui a théorisé la guerre froide et qui est mort maintenant et je ne sais plus c'est Kennan. Georges Kennan. C'est Georges Kennan, c'est ça. C'est ce nom-là et effectivement il est cité par Bruno Le Maire lui-même. Bon.